Alors nous allons implémenter dans cette vidéo un parseur récursif descendant sans backtracking. Alors d'ailleurs ça s'appellera un parseur récursif descendant prédictif, parce que quand il aura un nom terminal à étendre, eh ben, il saura prédire correctement la production, comme on avait vu dans la table ici. Alors vous allez voir en fait que une grammaire LL1, un parseur LL1, c'est très facile à faire à la main, même peut-être encore plus facile que de faire la table ici. Donc on va regarder le code. Donc ici, alors je vais revenir sur les premières lignes, mais on va regarder directement la grammaire. Donc l'axiome S, en fait ça va être représenté par parse, je l'ai appelé parse. Donc si on regarde parse, qu'est-ce qu'il fait? Là ici on voit que S donne E et end of file. Et bien on écrit directement, j'appelle E, donc une autre fonction E. Donc en fait il va y avoir une fonction pour chaque nom terminal. Donc ici bon, le parse c'est le S de la grammaire. Ici on a un stream, donc ça sera le flow d'unité lexicale. Je vais revenir là-dessus après. Donc là je crée une fonction par nom terminal, donc j'ai la fonction parse qui est pour le nom terminal S. Ensuite, comme je vois que S donne E end of file, et ben j'appelle, première chose que j'appelle c'est la fonction E sur le flow, et ensuite je regarde. Donc je vais regarder, je vais interroger le flow et regarder est-ce qu'il y a encore une unité lexicale. Alors s'il me rend non, en fait c'est qu'on a atteint la fin de fichier. Donc là ce que je fais, je regarde dans le flow si on est bien arrivé à la fin de fichier. Si ce n'est pas le cas, donc si c'est différent de none, et ben je lance une erreur. Donc j'envoie un message d'erreur. Donc error c'est juste cette fonction là. Donc qui va prendre le message en premier argument et qui va lancer une exception. Ok, donc si on regarde maintenant E, donc ça va être le même principe. Donc E ici, toujours avec stream en paramètre. Et si on regarde la grammaire, donc si on regarde E, voilà ici, dans la grammaire, donc E donne TE'. Alors c'est vrai que dans la table ici, on s'embêtait à regarder, oui, est-ce que l'unité lexicale courante peut apparaître en tant que premier de TE', mais vu ici qu'il n'y a aucune alternative, en fait, que E donne TE' et c'est tout, et ben on s'embête pas, on récupérera l'erreur en dessous s'il y en a une. On va juste, vous allez voir, on va juste ici appeler T et E'. Donc, ce qu'on va faire, je vais effacer ça, hop. Ce qu'on va faire ici, bah, c'est juste en premier j'appelle T avec le stream et ensuite j'appelle E', et c'est tout. Donc c'est vraiment très simple à faire quand il n'y a pas d'alternative en fait. Ici c'est la partie gauche de ma production, et ben j'écris la partie droite en appelant la fonction correspondante T, puis la fonction E'. Alors si on regarde E' maintenant, donc E', là c'est intéressant parce qu'il y a trois alternatives. Donc je rappelle, un parseur récursif descendant avec backtracking, essaierait bêtement la première, puis si ça ne marche pas la deuxième, et ensuite la troisième. Donc là ce qu'on va regarder, c'est, on va regarder comme on avait vu la fois dernière, les premiers de ça. Donc premier de la partie droite de cette production là me donne plus. Donc si on regarde dans la grammaire, ici, donc pour E', qu'est-ce qu'on fait? Ici, je regarde l'unité lexicale courante. Alors pic, c'est parce que je la consomme pas en fait. Donc le pic sur le stream va me rendre en fait non si on a atteint la fin de fichier et somme de l'unité lexicale sinon. Donc là, je regarde. Si jamais je vois un plus ou un moins, alors là en fait j'ai factorisé les deux règles plus et moins parce qu'elles s'écrivent pareil en fait. Mais bon, on verra tout à l'heure quand on fera la calculatrice qu'il faudra on différenciera si c'était un plus ou un moins. Mais là si on regarde les deux règles, plus TE', moins TE', donc
si on a reconnu le plus ou le moins, juste après, c'est toujours la même chose, c'est TE'. Donc c'est pour ça que j'ai factorisé. Donc ce qu'on fait, c'est... Alors junk, c'est juste pour consommer l'unité lexicale courante. Donc ça veut dire qu'on a vu que c'était un plus ou un moins, et c'est bien ce qu'on attendait. Et ensuite, moi j'appelle tout simplement les deux fonctions correspondantes à t et à e'. Donc j'appelle ici t, puis e'. Donc on voit que ça se fait très mécaniquement en fait. Alors, dans le cas en fait où j'avais epsilon, c'est ici. Donc là, on a besoin de suivant de e' à ce moment-là, comme on avait vu dans cette table-là. Donc, si on regarde dans les suivants de e', donc je les ai résumés ici. Alors, suivant de e', c'est là. Donc, on voit que c'est end of file, fin de fichier et parenthèse fermante. Donc, on reprend notre analyseur et on voit que si c'est fin de fichier ou parenthèse fermante, eh ben je ne fais rien, donc c'est le epsilon. Et sinon, dans tous les autres cas, c'est qu'il y avait une erreur. Donc là, je vais dire en fait dans mon message d'erreur que j'attendais soit un plus, soit un moins, soit la parenthèse fermante ici, soit le end of file, le non ici. Et donc ça veut dire qu'il y a une erreur, la chaîne d'entrée n'est pas syntaxiquement correcte. Alors on continue, et c'est toujours le même principe. Donc si je descends, pour T, donc pour la production T de la grammaire, donc je regarde et on voit que T, il n'y a pas le choix en fait, donc c'est simple ici. T donne F T'. Donc là, ce que je vais faire tout simplement, on voit, c'est d'appeler d'abord F avec le stream, avec le flow d'unité lexicale, puis T'. Donc c'est tout. Si jamais il y a une erreur, on le détectera en dessous. Alors, ensuite, T', c'est intéressant. Il y a plusieurs alternatives. Donc ça va être vraiment le même principe que E'. On a soit, donc premier de tout ça, ça donne fois. Donc soit on doit avoir un fois, soit premier de tout ça, c'est un divisé, ou alors c'est epsilon. Et donc dans ce cas de figure, il faudra regarder les suivants de T'. Donc si on regarde les suivants de T', on aura ça. Donc plus, moins, end of file, parenthèse fermante. Donc si on reprend le code, on voit, donc pour T', on va pareil regarder l'unité lexicale courante. Donc si c'est un fois ou un divisé, bon, comme tout à l'heure j'ai factorisé en fait, et ben j'ai ces trois choses à faire. D'abord, je mange l'unité lexicale courante, et ensuite j'appelle F, puis T'. Alors ici, c'est comme tout à l'heure pour les suivants, pour le epsilon, pour la production epsilon. Donc si je vois que c'est la fin de fichier, none, ou alors que j'ai un plus ou un moins ou une parenthèse fermante, donc si on vérifie T' c'était ça, plus, moins, end of file, parenthèse fermante, donc les follow qu'on avait calculés la fois dernière, et ben je ne fais rien, donc c'est unit. Et sinon, c'est que j'ai une erreur, donc là je dis tout ce que j'attendais. Donc je pouvais avoir un fois, un divisé, dans les suivants il y avait un plus, un moins, parenthèse fermante, et le end of file ici encore, qui était attendu. Donc là, erreur syntaxique encore. Donc il nous reste plus grand chose. Si on descend, la seule règle qu'il nous reste à faire, c'est F. Donc F. Donc si on regarde la grammaire, F, il y a deux règles. Donc soit donc les premiers de tout ça, c'est parenthèse ouvrante. Premier de ça, il n'y en a qu'un, c'est ID, c'est le terminal ID. Donc si on regarde, si je vois
alors là, je suis obligé de distinguer les deux règles parce qu'elles sont pas pareilles. Ici, il y a ID, et là, quand j'ai vu la parenthèse, donc là, il n'y a que ID à regarder. Et pour la première, quand je vois la parenthèse ouvrante, il faut que je continue par E et par parenthèse fermante. Donc là, ce qu'on voit, si c'est la parenthèse ouvrante, alors ici, j'ai plus des sommes parce que j'ai fait next de stream. Donc je prends l'unité lexicale courante et je la consomme directement. Je peux le faire dans ce cas de figure. Dans les autres, en fait, quand il y avait un epsilon, là, je voulais pas consommer. Je voulais juste regarder ce que c'était et pas consommer. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux. Là, je veux vraiment consommer. Alors, si je vois la parenthèse ouvrante, j'appelle E. Et ensuite, je regarde. Donc là, il faut que je regarde. Si jamais donc je regarde le caractère, l'unité lexicale suivante et je la consomme. Si c'est différent de parenthèse fermante, c'est qu'il y a une erreur. Donc là, je dis j'attendais une parenthèse fermante. Alors, sinon, alors là, je me rends compte en fait qu'il y a une petite erreur parce que si je fais next de stream, en fait, next de stream peut rendre une exception, donc elle sera catchée ici. Et j'irai sur end of file reached. Donc oui, en imaginant en fait, alors je précise ma pensée, en imaginant en fait que je sois à la fin du fichier, donc j'attendais une parenthèse fermante et je vais obtenir le next de stream en fait rend une exception. Si on a voulu manger le caractère courant mais qu'il n'y en avait pas, que c'était le end of file, et ben il fait une exception que je rattrape ici avec le try with. Donc j'aurais pas ce message là alors que j'aurais voulu ce message là. Bon alors du coup là pour corriger il faudrait juste je mette un try autour ici. Donc c'est pas difficile à corriger. Alors donc là ce que j'ai fait en fait je résume, parenthèse ouvrante, j'appelle E et je regarde bien qu'il y a une parenthèse fermante. Alors si je vois un ident, et ben je l'ai consommé et c'est fini. Et sinon ben, je dis qu'il y a une erreur, donc parenthèse ouvrante ou ident attendu. Et là le with failure c'est si j'ai lu ici et que je rencontre une fin de fichier, et ben je dis que j'ai atteint la fin de fichier et c'est pas ce que je devais faire. En fait, il y avait quelque chose à continuer d'analyser. Ok. Donc j'ai juste remonté en fait sur le tout début, sur les premières lignes. Donc les premières lignes, on va regarder ça et ben c'est tout en fait, puisque erreur et message d'erreur. Je pense que c'est assez parlant. Donc en fait en OCaml on a un module qui nous permet de faire des petits analyseurs lexicaux simples. Donc c'est le module genlex et on lui donne en fait donc ça s'appelle meclexer, le constructeur de ce truc là. On lui donne une liste en fait de mots-clés. Donc là mes mots-clés c'est plus, moins, fois, divisé, parenthèse gauche, parenthèse droite. Et il est capable de reconnaître les entiers, les flottants, les identifiants, donc qui ne sont pas des mots-clés. Donc des identifiants à la OCaml. On peut avoir aussi des opérateurs en fait, comme par exemple je pourrais définir, ça serait un identifiant, cet opérateur là qu'on avait vu. Donc ça me permet de créer un lexeur, et ensuite pour créer le flow d'unité lexicale, il suffit d'appeler, donc ça c'est une fonction du module stream. Donc je crée un flow de caractères à partir de cette chaîne de caractères. Et ensuite je l'envoie au lexeur que j'avais créé plus haut, parce que le lexeur qu'on a créé avec meclexer attend un flow de caractères et va transformer tout ça en flow d'unité lexicale. Donc juste pour regarder un petit exemple, on va regarder le shell. Donc là j'ai un stream donc, qui a été créé ici à partir de ce qu'on avait dit. Donc on voit bien c'est un flow de tokens d'unité lexicale. Alors juste on va regarder ce qu'il y a dans le flow. Donc je vais faire stream.next de stream.
et j'obtiens B, un ident. Ensuite, si je continue, j'obtiens le mot-clé divisé. Si je continue, le mot-clé parenthèse ouvrante, un ident, l'ident A, mot-clé plus, mot-clé ident B, mot-clé parenthèse fermante. Et là, je vais avoir failure si je refais un next. Alors si je fais stream.pic, ça va me rendre none. Que je donne un stream quand même. Voilà, il me donne none. Et si je fais next de stream, il va me rendre l'exception failure. Ok, donc on va regarder ce que ça donne. Donc je vais voilà, remettre ce stream et je vais lancer l'analyse. Donc c'est parse. Donc ici, donc on va lancer ça parse sur le stream. Donc parse de stream et il va me rendre oui si c'est correct. Enfin il va me rendre une exception si c'est pas correct. Donc là c'est ok, ça veut dire que c'est correct. Et si on change un petit peu le stream, donc on va oublier une parenthèse ici. Et parse de stream. Et là il met exception end of file expected. Alors pourquoi ça s'explique? En fait c'est que au vu de ce qu'on a écrit là, il pouvait le parser si on s'arrêtait là. Mais ici il attendait la fin de fichier parce qu'il ne s'attendait pas à avoir une parenthèse fermante. Donc on peut réessayer en fait si je remodifie le stream en enlevant ça, ça devrait bien passer. Donc c'est parti. Ouais, ça passe bien. Ok, donc en fait là en faisant juste ça, on a réalisé notre parseur récursif descendant prédictif. Donc on a vu grâce au calcul des premiers et des suivants, on a été capable, avec les premiers, on a été capable du coup de voir ces choses-là, et avec les suivants, quand c'était en epsilon, on a pu voir ces choses-là. Donc ça se fait vraiment très naturellement en fait, du haut vers le bas. Alors juste pour terminer, on va regarder quelque chose d'un peu plus intéressant, parce que là en fait ce que j'ai fait simplement c'est le parseur il me dit si l'entrée est syntaxiquement correcte ou non, et il m'indique aussi ce qui ne va pas quand c'est pas syntaxiquement correct. Donc ce que j'aimerais bien c'est faire un petit truc plus intéressant. Donc pour terminer on va faire une petite calculatrice. Donc on va juste étendre un tout petit peu la grammaire qu'on a vue. Donc ok, donc voilà, cette grammaire là vous reconnaissez tout ça. Alors j'ai pris quasiment pareil, sauf que j'ai rajouté, pour que ce soit plus intéressant, un float pour pouvoir mettre des constantes. Et j'ai rajouté aussi ça. On va puis modifier le S pour qu'il appelle I. Donc I c'est comme pour instruction. Et dans les instructions, ce qu'on peut faire c'est une variable égale une expression point virgule et éventuellement d'autres instructions. Et P pour print, je peux print une expression. Donc une expression, il peut y avoir une variable aussi dedans. Et ensuite je rappelle instruction ou epsilon pour m'arrêter. Donc typiquement je peux créer un programme comme ça. X égale 2 plus 3, point virgule. Je peux faire print de x si je veux. Ensuite je peux faire y égale x fois x. Print de y. Voilà, etc. etc. Ou alors je peux aussi faire print de 1 plus 2. Donc ce genre de choses. Donc une petite calculatrice où on peut stocker des résultats intermédiaires dans des variables. Donc c'est rigolo, on va essayer de faire ça. Alors je ne vais pas recalculer les suivants, à la limite ça peut être un bon exercice d'essayer de refaire ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente. Mais bon, je les ai calculés pour vous, on va le voir dans le programme. Alors ce qui va changer par rapport à ce qu'on a vu dans le programme précédent, en fait, c'est juste qu'on va véhiculer de l'information. On va véhiculer des attributs. Donc on va hériter ou synthétiser, alors je vais revenir sur ces termes-là
Alors, cette fois-ci, on peut prendre depuis le début. On refait notre petit lexeur, notre petit analyseur lexical. Donc cette fois-ci, il y a comme tout à l'heure plus, moins, fois, divisé, parenthèse. Alors il y a le print en plus, le égal pour l'affectation et le point virgule. Donc on a rajouté ces mots-clés, ces 3 mots-clés dans notre langage. Alors ici, je vais rajouter un store. Donc un store en fait va me permettre, alors ça va être sous forme de table de hachage, et ça va me permettre en fait de sauvegarder les valeurs associées aux variables. Donc ça c'est juste pour créer une taille initiale. Alors c'est mieux de créer une table qui est une taille initiale qui est un nombre premier. C'est pour ça 53, c'est un nombre premier. Alors ensuite on aura besoin d'une petite fonction, celle-là, opérateur hop. Donc quand je vais voir quand elle verra le mot-clé plus, me rend la fonction plus. Donc plus sur les flottants, c'est plus point en haut camel. Donc ça va me donner une fonction. En fait, quand je fais ça, le plus, il est infixe, mais quand je fais ça, il est préfixe et ça va me donner plus. Donc ça va être float dans float dans float. Donc les deux arguments float et le résultat de l'addition. Donc pareil pour le moins, pour le fois et pour le diviser. Et sinon, alors là je dis que c'est faux, parce que c'est un cas qui ne peut jamais arriver, j'ai pas plus d'opérateurs que ces 4 là. Alors si on reprend, et ben on fait comme on a vu tout à l'heure, et je regarde, ma première règle c'est s, done i et end of file. Donc ça se retrouve, alors j'ai appelé comme tout à l'heure parse pour s, donc toujours j'ai mon flow comme tout à l'heure, ça change pas. Et ben je vois, j'ai i, donc je l'appelle et je regarde est-ce que j'ai bien la fin de fichier, sinon je dis qu'il y a end of file expected. Alors ici, pour simplifier, comme j'aurais eu à le faire plusieurs fois dans les autres fonctions, j'ai rajouté un try pour récupérer l'exception fin de fichier. Et là je dis donc qu'il y a une erreur, end of file a été atteint alors qu'il ne devait pas l'être. Donc ça me permet de factoriser du code. Ensuite, si on regarde la suite, donc la suite, donc la suite, c'est, alors je vais effacer ça. Ok, donc la suite, je suis ici. Donc là, je vais regarder les premiers de ça. Donc les premiers de ça, c'est ID. Et si on regarde, voilà, c'est cette partie-là. Donc là, je suis en train d'analyser I. Donc I, je regarde. Donc je regarde l'unité lexicale courante. Si je vois que c'est un ID, donc en fait, c'est cette première production. I donne ID égale E, point virgule I. Donc qu'est-ce que je fais? Alors, première chose, je mange l'unité lexicale. Ensuite, je regarde quelle est l'unité. Si l'unité, je suis en train de réfléchir à quelque chose en même temps. Pardon. Donc, je regarde si l'unité lexicale, c'est bien le égal. Donc, si jamais c'est le égal, si c'est le égal, ça passe. Si c'est différent du égal, donc je vois en fait ici, j'attends bien le égal, et ben je donne une erreur. Et l'erreur, c'est j'attendais un égal. Alors là, je réfléchissais en fait, parce que c'est comme tout à l'heure. Si jamais je me retrouve tout à la fin du fichier, je donnerai le message end of file reached, alors que j'aurais peut-être préféré dire qu'il y avait un égal qui était expected. Bon, les deux messages sont bons en fait, mais celui-là était plus précis que dire end of file reached, je trouve. Bon, les deux se valent quand même, à vrai dire. Donc, ok, imaginons que j'ai bien eu le égal, je passe ici. Alors, cette fois-ci, ce que je vais faire de différent par rapport à tout à l'heure, on voit, c'est que je récupère en fait une valeur. Donc cette fois-ci, quand je vais analyser une expression,
Donc là c'est la suite, en fait, c'est id égale donc e, l'expression. Ben, cette fois-ci, je veux en plus, au lieu que ça me dise simplement ok, pas d'erreur syntaxique, ou ah mince, il y a une erreur syntaxique, et ben, s'il n'y a pas d'erreur syntaxique, je veux que ça me récupère une valeur, donc v qui est un flottant, et qui va être le résultat de l'expression e. Donc ça, c'est un attribut, en fait, qu'on appelle synthétisé. Donc c'est juste le retour de la fonction, en fait. J'ai calculé quelque chose. Pendant l'analyse, en fait, syntaxique, j'ai en plus calculé quelque chose. Alors ensuite, je continue, je regarde. Donc si on continue de regarder, c'est un point virgule qui est attendu. Donc je regarde, si c'est différent du point de virgule, je rends l'erreur, qui est une erreur syntaxique. Sinon, qu'est-ce que je fais à cet endroit-là, en fait? Eh bien, j'ai fait, en fait, là ce que je viens de faire, c'est id égale et e. Bon, j'ai eu mon point virgule. J'ai récupéré la valeur de e dans v. id, imaginons que c'était x égale allez, un truc, x égale 42. Donc maintenant v c'est égal à 42 et id c'était égal à x. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je mets dans la table de hachage, donc dans mon store, je mets pour id la valeur v. Donc là ici ça ferait pour x, je mets la valeur 42. Et ensuite, on continue de regarder la règle dans la grammaire, donc c'est le i qui me reste à faire. Et ben je rappelle i. Donc je trouve que c'est vachement intuitif. En fait, les parseurs récursifs descendants sont très intuitifs à écrire. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, alors on regarde dans la grammaire la suite. Donc la suite, une autre production, ça serait ça. Donc premier de ça, ben, c'est P. Donc on regarde. On est là, donc c'est bien ça. Si l'unité lexicale courante, c'est P pour print, et ben je consomme. Comme tout à l'heure, j'appelle E ici, et je récupère comme tout à l'heure une valeur. Je regarde, est-ce que c'est bien un point virgule qui suit? Si oui, tout est OK. Sinon, j'affiche ce message d'erreur. Et une fois que j'ai passé tout ça, s'il n'y a pas eu d'erreur, et bien là, je vais afficher la valeur. Donc, j'appelle mon printf. Alors ça, c'est pour afficher un flottant. Ça, le retour chariot. Alors ça, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est pour flush la sortie. Et donc, j'affiche la valeur v. Et ensuite, bah, je reboucle sur les instructions au cas où il y en ait d'autres. Alors ici, cette partie-là, c'est quoi? Donc en fait, si on regarde les suivants de i, ça peut être quoi en fait? Donc là, c'est assez simple, on n'a pas besoin de faire notre point fixe et tout. I, il apparaît ici, donc suivant de i, c'est suivant de i, donc ça change pas. Et il apparaît ici, et donc suivant de i, c'est ça, end of file. Donc en fait, suivant de i, il y a simplement end of file. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit ça. Donc, dans ce cas de figure, ça veut dire que c'est epsilon. Donc là, c'est le epsilon. Ensuite, bah, comme tout à l'heure, si on n'a aucune de ces alternatives, eh ben on dit qu'on devait attendre un ident ou P ou end of file. Alors, le reste, ça va presque pas changer par rapport à ce qu'on a vu dans le programme précédent. Ce qui va simplement changer, c'est qu'on véhicule de l'information. Alors, si on regarde E, c'est alors presque pareil, mais comme on véhicule de l'information cette fois-ci, donc si on regarde dans la grammaire, j'ai maintenant, on en est là, donc j'ai E donne TE'. Donc ici, comme tout à l'heure, vu que j'ai pas le choix, je peux directement appeler T et E'. Mais là, il y a un truc, c'est que T va me calculer quelque chose, donc je vais le récupérer, et E' maintenant, en fait, il attend quelque chose, parce qu'on voit, après, il pourra faire plus quelque chose, mais il a besoin de cet argument-là, qui est pas là. Donc en fait, cet argument-là, il était là. C'est le T d'ici. Donc il va falloir que je passe la valeur
récupérer pour t AE'. Donc ça, on appelle ça un attribut hérité. On passe l'information. Donc c'est un paramètre. En fait, hérité, c'est comme un paramètre. Synthétiser, c'est un return. Donc si on regarde comment ça se passe dans le code, donc dans le code, donc on est là. Là, comme tout à l'heure, j'appelle t sur le stream et je récupère la valeur. Et cette fois-ci, pour E', eh ben, au lieu de lui donner simplement le stream, je lui donne cette valeur. Donc ça, on appelle ça une valeur héritée. Donc c'est juste un paramètre. Maintenant, pour E', qu'est-ce qui se passe? Donc, si on regarde E' maintenant. Donc E', on est ici. Donc pareil, on fait les premiers de ça comme tout à l'heure. On voit que c'est plus. Premier de ça, on voit que c'est moins. Et il y a le epsilon, donc il faut regarder les suivants de E' comme tout à l'heure. Mais là, on va bien différencier ces deux alternatives-là. Parce que là, ici, on effectue un plus. Et là, alors non, même pas en fait. Je crois que j'ai factorisé quand même. Oui, mais après, je différencie dans l'opérateur. Donc ici, ce que je fais, comme tout à l'heure, on regarde l'unité lexicale courante. Si c'est un plus ou un moins, alors je récupère ce que c'est dans hop pour pouvoir le distinguer juste après. Alors j'ai quand même factorisé le code parce qu'il y a plein de choses en commun. Donc je consomme le plus ou le moins. Ensuite, je rappelle comme dans la grammaire, on voit le t ici. Donc je rappelle t. Mais t va me rendre une valeur. Donc ça va être v'. Alors je rappelle, j'ai l'attribut qui est hérité v. Donc maintenant, ce que je fais, une fois que j'ai récupéré v', je vais rappeler E'. Mais comme tout à l'heure, E', en fait, il a toujours besoin de ce truc-là. Il a besoin qu'on lui passe un paramètre, parce qu'il y a ce point-là, en fait, qu'il a besoin si je rajoute un plus, il a besoin de savoir quelle était la valeur de gauche, l'opérande gauche. Pareil pour le moins. Donc c'est pour ça, si on regarde, donc ici j'ai junk, là j'ai récupéré v', là je rappelle E', et cette fois-ci ce que je fais, donc je calcule en fait v plus v' ou v moins v'. Donc c'est là où je fais appel à ma fonction opérateur hop qu'on a vu tout à l'heure, en fait qui selon cet opérateur là va rendre, suivant cette unité lexicale, va rendre soit l'opérateur plus, moins, fois ou divisé. Ok, maintenant je suis ici, donc ça correspond à epsilon. Et ah oui, alors il y a un élément en plus dans les suivants de E', si on regarde bien. Donc dans les suivants de E', si on regarde, il y a quoi? Suivant de E', en fait, comme on avait vu la fois dernière, si... Alors je vais effacer un peu ça, on y voit mieux. Donc suivant de E', donc E' c'est là, alors on peut avoir suivant de E. Et suivant de E, y a, par rapport à la fois dernière, il y a le point virgule qui apparaît en plus. Donc c'est pour ça qu'on voit apparaître ici. Et ça c'est le epsilon. Donc dans le cas où c'est un epsilon en fait, et je rends simplement l'attribut qui a été hérité. Donc, parce que l'attribut qu'on m'a renvoyé en fait, comme il n'y avait aucun opérateur après, je le redonne. Enfin l'attribut qu'on m'avait donné, je le redonne. Et comme tout à l'heure, si c'est pas un plus, un moins, une parenthèse ou un point virgule, on dit qu'il y a une erreur syntaxique. Donc là, je pense qu'on a vu les cas les plus difficiles. Si on regarde t maintenant, donc t, pareil, c'est vraiment la même chose que e. Donc on appelle f avec le stream, on récupère v, et on appelle t' en lui donnant le stream, mais aussi v. Et t' maintenant, donc t', tout ça, suffit de regarder la grammaire, mais c'est vraiment un cas, c'est similaire à E' en fait. C'est juste qu'on peut reconnaître un fois ou un divisé. Donc dans ce cas de figure, on mange l'unité lexicale courante, on rappelle f sur le stream et on obtient v', et on rappelle t'. Donc dans la grammaire, ça se fait. Donc là c'était ici, on faisait les premiers de ça, on a vu que c'était fois, premier de ça, div. Donc on a appelé f et on rappelle t'.
Donc toujours avec opérateur de V et V'. Donc ici c'est le epsilon, et dans la grammaire on avait vu que suivant de T', c'est plus, moins, parenthèse fermante, mais il se rajoute le point virgule. Donc suivant de T', si on regarde ici, c'est suivant de T. Et suivant de T, ici, comme E' peut devenir vide, et ben c'est suivant de E'. Et suivant de E', c'est suivant de E. Et suivant de E, on a bien le point virgule. Donc c'est comme ça qu'on peut le retrouver. Bon, sinon on fait l'étape comme on avait vu. Il faudrait refaire l'étape pour être plus tranquille, mais en calculant le point fixe. Ok, donc on a fini T', et ce qui nous reste, c'est juste le F maintenant. Alors, si on regarde le F, ici, et bien là, pareil que tout à l'heure, on regarde l'unité lexicale courante et on la consomme directement. Donc si c'est une parenthèse ouvrante, on appelle E et on récupère V. Normalement, ça devrait être une parenthèse fermante juste après, donc si ce n'est pas le cas, je rends qu'il y a une erreur. Et là, je rends simplement V. Si c'est un idente, alors ça, c'est intéressant, je vais récupérer dans la table de hachage la valeur de l'idente. Alors, si jamais ce n'était pas présent, en fait, il rendra une exception qui sera l'exception not found que rend la table de hachage. Ensuite, ici, c'est si jamais... Alors, le lexeur généré par GenLex fait la différence entre entier et flottant. Donc, si jamais j'ai un entier, je le transforme en flottant avec la fonction OCaml float of int. Si c'est un flottant ici, je rends V directement. Et dans tous les autres cas, qu'est-ce que je fais? Ben, je dis que je devais... Il y avait soit... Ah oui, alors j'ai oublié un petit message là en fait. Si on regarde, j'aurais dû mettre quelque chose dans le genre parenthèse, idente, et j'ai int ou float. Int or float expected. Là c'est mieux. Ok, bah c'est tout en fait. On a tout vu. Donc là ce qu'on va faire, c'est je vais créer un float de caractères à partir de l'entrée standard. Donc ça c'est une fonction off-channel du module stream. Ensuite, je l'envoie au lexeur qui me transforme ce float de caractères en float d'unité lexicale. Et ensuite, j'envoie à mon parseur. Donc, on va regarder ce que ça fait. Donc, on va reprendre notre shell. On va sortir de OCaml. Je vais compiler. On va l'appeler calc. Et calculator, pardon, .ml. Ok, on appelle calc. Et maintenant, je peux écrire des choses. Alors, peut-être grossir un petit peu. Voilà. Donc, je peux écrire x égale 2. Oui, un peu plus. 2 plus 2. Soyons fous. Je peux l'afficher. 4, cool. On va mettre y égale x fois x plus 1. On va l'afficher. 17. Ça a l'air d'être correct. 4 fois 4 plus 1. Et on peut afficher aussi directement une expression. Je sais pas, x plus y moins 2 plus x fois x. Bon bref, n'importe quoi. 35, ça a l'air de faire 35. Et on peut aussi mettre une erreur. Par exemple, je pourrais lui demander d'afficher, comme je disais tout à l'heure, quelque chose qui n'existe pas. Voilà, fatal error, exception not found. Ouais, bon, j'aurais dû la capter pour faire un message un peu plus joli et pour pas planter la calculatrice en fait. Donc il aurait fallu, oui, ça aurait été mieux de récupérer l'exception not found. Ok, donc on a pu, en plus de faire l'analyseur syntaxique là, on a véhiculé de l'information pour pouvoir, en même temps que l'analyse syntaxique, faire des calculs.
Ok, alors, pour finir cette vidéo, je voulais juste dire un dernier petit point en fait, enfin deux derniers petits points. Donc en fait, on a vu la fois dernière que, alors si on regarde ici, une grammaire n'est pas LL1 en fait si à un moment j'ai plus d'une entrée dans une case. Donc ça veut dire qu'il faut que j'utilise du backtracking en fait parce que j'ai plusieurs choix. Alors bien sûr, toute grammaire hors contexte n'est pas LL1. Et il y a souvent en fait une source assez facile à corriger dans les productions qui fait que la grammaire n'est pas LL1. Donc je vais vous montrer un petit exemple simple. Si par exemple à un moment j'ai S par exemple donne A ou A B, donc ça clairement ça sera pas LL de 1 parce que si je regarde, quand j'aurai la production, quand j'aurai le nom terminal S, je pourrais, donc si je regarde les premiers de cette production, je vais trouver A, et si je prends les premiers de cette production, je vais trouver A aussi. Donc dans notre table, quand j'aurai S et A, et ben faudra que je mette, alors imaginons que ça c'est la règle 1, ça c'est la règle 2, je serai obligé de mettre 1 ici et de mettre 2 aussi. Donc ambiguïté, ça passe pas. Donc ça veut, c'est comment dire, c'est juste parce que un nom terminal, on a le même nom terminal dans les deux productions. Donc on peut facilement résoudre ce problème là en factorisant. Donc S donne A et n'importe quoi X, et X donne A ou B. Et là c'est ok, c'est réglé. Donc c'est vraiment pas dur à régler en fait. Suffit de faire ça, de factoriser. Ok, je voulais aussi juste finir, donc je vais finir par ce dernier point, c'est en fait qu'on n'est pas obligé, on peut aussi avoir des grammaires qui sont dites LL de K, donc par exemple je pourrais avoir LL de 2, donc c'est au lieu d'utiliser une seule unité lexicale pour faire notre choix, on peut utiliser avec LL de 2 les deux, donc par exemple si j'ai plus, ID, etc. dans le flot d'entrée, d'unité lexicale d'entrée, et ben LL2 1, comme on a vu jusqu'à maintenant, on doit regarder que l'unité lexicale courante, mais avec LL2 2, je peux regarder ces deux-là pour faire mon choix. Alors en fait, il a été montré que une grammaire LL de K plus 1, les grammaires LL de K plus 1 sont plus puissantes que les grammaires de LL de K. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent reconnaître des langages qui ne peuvent pas être reconnus par la grammaire LL de K. Donc en fait, on gagne de la puissance en augmentant le look ahead, le nombre d'unités lexicales qu'on peut regarder en avance. Mais bon, je ne vais pas aller voir ça plus en détail parce qu'il a été montré aussi que les analyseurs LR de 1, ceux qu'on va voir la fois prochaine, sont plus puissants que n'importe quel analyseur LL de K. Donc ça veut dire qu'il y a des langages qu'on peut décrire avec des grammaires LL de K, LR de 1, pardon, mais qui ne sont pas, qu'on ne peut pas décrire avec des grammaires LL de K. Et ça pour n'importe quel cas. Donc la fois prochaine, on va voir ce type de grammaires qui sont très puissantes et toujours de complexité linéaire. Ok, je finis la vidéo sur ça. À la fois prochaine.